Bonjour l'ami. Euh, Est-ce que tu sais que pendant la guerre mondiale, pendant que les jeunes hommes partaient dans le tranchée, allaient combattre l'ennemi allemand, en France, les femmes qui restaient surveillées, je dis la majorité des femmes, les statistiques sont là, en tout cas, bon, on verra après, les femmes qui restaient à la maison, surveiller les enfants, protéger, garder les enfants, garder les villes, les cités, tout et consorts. Est-ce que tu savais, est-ce que tu sais que ces femmes ont couché avec l'occupant, c'est-à-dire les militaires allemands, l'envahisseur, pendant que les hommes étaient dans les tranchées, d'autres qui se faisaient massacrer. Tes grandes-mères ont couché avec des Allemands. Maintenant, tu vas me dire, toi et moi, pourtant c'est quelque chose qui a été relaté. Les faits sont là, mais le problème, on n'en parle pas trop. On veut faire comme si... enfin, tu connais la société hypocrite, hein, la société hypocrite de nos jours. On fait comme si, ben, voilà, c'est arrivé, bon, on n'en parle pas. Mais qu'est-ce qui a causé cela? Tu t'imagines, toi, t'as ta femme, tu vas te battre à l'extérieur. Peut-être même que tu ne reviendras jamais. Et au moment où l'occupant assiège la ville, eh ben, elle s'adonne à l'occupant. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. C'est la nature de la femme. En fait, l'hypergamie, et d'ailleurs, parmi les statistiques, c'était au nord de la France. Il paraît que 76% des femmes ont dû coucher avec les militaires allemands. Et ces 76% ont eu des enfants. Il est fort à parier qu'au nord de la France, que si tu habites en tout cas au nord de la France, que tu aies un, comment on appelle ça, un chromosome ou un gène allemand. Beaucoup ne le savent pas. Mais pourtant c'est vrai. Mais on ne veut même pas en parler. Il y a de fortes chances que... Comment est-ce qu'on appelle le peuple qui habite... les ch'tis. Il y a de fortes chances... Enfin, si ce sont le peuple du Nord, il y a de fortes chances que, en tout cas la majorité, ait un parent d'origine allemande. Ce sont vos grandes-mères qui ont commis ces genres d'actes. Mais ça, on préfère bouche bée. Pourtant, les histoires sont là. Allez dans les bibliothèques, allez même sur Internet. Les faits sont là. Qu'est-ce qui a expliqué ça? Comme je l'ai dit, c'est l'hypergamie. L'hypergamie de la femme, c'est quoi? C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose vraiment de naturel en elle. Dans l'hypergamie, en fait, il y a deux stratégies. Premièrement, la femme veut se procréer, se reproduire sexuellement avec un homme qui a un homme fort, un homme qui a des gènes forts. Pourquoi? Parce que de cet homme, il aura justement les gènes nécessaires qui vont faire que quand elle aura un enfant, eh bien, ses enfants seront forts. Mais en deuxième phase, c'est quoi? Elle voudra transformer cet homme fort, cet homme de grande valeur, en homme de faible valeur pour attendre de cet homme l'assistance et puis la ressource pour pouvoir élever cet enfant. Et c'est là qu'il y a problème. Parce que généralement, les hommes de grande valeur, ce n'est pas si évident, de les transformer en hommes de faible valeur. Parce qu'ils veulent rester toujours hommes de grande valeur. D'autres les appellent les alphas, d'autres les sigma, d'autres... Bref, je ne sais, c'est à toi de voir. C'est là qu'il y a bas blesse. C'est ça, l'hypergamie. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que pourquoi est-ce que la majorité des femmes sont chiantes. C'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a un taux de divorce si élevé aujourd'hui, de nos jours. C'est simplement à cause de cette hypergamie. La femme en général, choisira toujours sa meilleure option. La femme aura toujours du respect. La femme aura toujours du désir envers un homme qu'elle considère supérieur par rapport à elle, mais jamais inférieur. Ça a toujours été ainsi et ça sera toujours le cas. À l'époque de nos ancêtres, enfin à l'époque de l'homme des cavernes, enfin même pas l'homme des cavernes, à l'époque même avant les guerres, tout est comme ça. Ce sont les hommes qui partaient travailler, les femmes qui restaient à la maison. Le simple fait que l'homme partait travailler, qu'il a ramené la ressource et les finances, donc permettait à donner à l'homme déjà une certaine valeur aux yeux de la femme. Pourquoi? Parce que l'homme apporte quelque chose, tu vois.
pendant ces temps, et de nos jours, enfin, maintenant, de nos jours, qu'est-ce qui se fait? Maintenant, les femmes ont maintenant accès à l'emploi, les femmes ont maintenant accès au marché du travail, tout et consorts. Qu'est-ce qui fait? Si à l'époque, elle gagnait zéro, et l'homme qui apportait, exemple, disons 1000, tu vois, la femme avait toujours naturellement mouillé pour cet homme qui apportait les ressources. Mais aujourd'hui, la femme touche 1000. Ben, si l'homme est toujours à 1000, c'est impossible. C'est impossible. Elle voudra toujours aller chercher l'homme, enfin, qui aura plus que, qui apportera plus de ressources qu'elle. En tout cas, c'est du moins, c'est ce côté naturel en elle qui fera en sorte qu'elle voudra toujours un homme qu'elle considère supérieur. Que ce soit dans tout, hein, peut-être statut social, financier, culturel, en tout cas dans tout. Elle mouillera toujours pour ces gens l'homme qui apporte plus par rapport à elle. Et c'est ça aussi l'ambiguïté du féminisme, parce que le cerveau conscient du féministe dit que ben voilà, il faut égalité des salaires, mais le cerveau inconscient sait que je ne vais jamais d'un homme qui a un salaire égal à moi, je vais toujours plus. Et c'est ça l'ambiguïté. Et c'est pour cela, tu vois qu'en général, généralement, regarde, toute personne qui se déclare féministe n'est jamais heureux. Ou bien en général, non, ils finissent toujours célibataires et gris. Si tu vois une féministe qui se prétend vraiment féministe, pas les pseudo-féministes là, qui essaient simplement de profiter des avantages pécuniaires du féminisme pour se mettre plein les poches et puis aller traîner les pauvres femmes dans le cimetière des hippopotames, non, pas celle-là. Je parle vraiment de celles qui se déclarent âme et corps féministes. Tu verras qu'en général, elles sont toujours aigries, elles sont toujours seules. C'est ça l'ambiguïté. Parce qu'à force de réclamer certains avantages, mais ta nature te rappelle que, chaque mois, la nature te rappelle que tu es une femme. La nature te le rappelle que tu es une femme. Et là, tu fais face à la réalité. Et puis, ça te maintient encore toujours dans cette espèce de rancœur, dans cette espèce de haine, de haine envers la gente masculine. La femme même ne contrôle pas cela. La femme ne contrôle pas cela. C'est pour cela que je me suis même renseigné. Voilà pourquoi est-ce que les religions monothéistes, hein, judaïsme, chrétien, comment on appelle ça, musulmans, tu peux aller même dans le bouddhisme et tout. Ils ont compris cela très tôt, cette nature dangereuse de la femme, que si on ne contrôlait pas l'hypergamie de la femme, on se retrouvera avec une société dans laquelle, où tu vois une femme de l'Est ou bien une femme qui quitte le village, qui vient dans une ville, toute excitée. La conséquence, c'est quoi? Elle se retrouvera à baiser toute la ville ou bien toute une société. Et ça, c'est un cas qui m'est déjà arrivé récemment ici. J'ai eu à passer un mois dans une société qui fabriquait, c'était une société de production qui faisait de l'emballage, enfin pas de l'emballage, découpage des poulets et puis qu'on amenait dans les rayons. Et forcément, dans ces genres d'entreprises, ils veulent beaucoup de main-d'œuvre à la production. Et généralement, ce sont des étrangers qui sont employés dans cette société. Et qu'est-ce qui se passe? On avait eu, au moment où, parce que moi, je n'ai fait qu'un mois là-bas, et il y avait une femme turque qui a quitté la Turquie, un pays qui n'a pas forcément le même système social, et directement qui débarque dans la société pour la première fois avec un salaire. Donc tu imagines l'excitation à la vie, tu es consort. Une fille turque qui a quitté le village, son village c'était à Izmir, et puis qui débarque comment on appelle ça, au pays, en Belgique, sorry. Parce que c'est la frontière, c'est vraiment juste vraiment au niveau de la frontière. Du village à la ville, tout est consort, c'est l'excitation. On découvre les merveilles de la liberté. Papa, maman n'est plus derrière
pour dire, pour imposer les limitations. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? La fille, c'était du, comment on appelle ça? La débauche sexuelle au maximum. Dans le, comment on dit ça, Afdeling Department, au rayon, parce que c'est une grande société avec plusieurs postes. Là où moi j'étais, il y avait au moins, disons, il y avait une douzaine de personnes. Et crois-moi, tous les hommes avec qui j'ai travaillé autour, parce qu'il y avait aussi des femmes, ont réussi à coucher avec la fille. Donc elle a fini tout notre département. Et le seul qui n'avait pas fait, c'était moi. Et on me disait que le prochain, c'est toi. À la prochaine pause, ça sera toi. Il faut profiter, il faut profiter. La fille, c'est une villageoise. Elle découvrait les merveilles d'être dans une grande ville, quoi. Des hommes, des personnes qui sont soi-disant évoluées d'esprit. 3 semaines après, j'apprends encore que oh my God, elle va finir avec tous les hommes, même les hommes mariés. Même les hommes mariés sont passés dessus. Elle a astiqué des pites, c'est incroyable. Elle se faisait défoncer. Une villageoise qui découvre les merveilles de la ville, d'une grande ville, d'une cité. C'est ça les conséquences. Quand tu ne contrôles pas, bon, ça c'est un cas ici un peu isolé. On peut voir, j'ai vu des cas, moi, des filles qui ont quitté des villages du fin fond Saint-Nazaire, qui débarquent à Paris, qui découvrent les grandes villes et tout et consorts. C'est des filles mais, qui se donnent à des débauches sexuelles, mais incroyables. Le problème, c'est que les femmes même ne savent pas maîtriser cette nature en elles. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'elles veulent toujours, mais toujours, d'un homme fort qui savent le recadrer. Un homme fort qui sait le recadrer. Parce qu'elle-même, du fait qu'elle ne sait pas contrôler cette nature hypergame, il faut qu'un homme soit là pour pouvoir la remettre sur le droit chemin. Mais son cerveau conscient va dire que je ne veux pas d'un homme qui me domine. Non, ça jamais. J'ai mes droits, j'ai mes trucs. Mais son cerveau inconscient dit le contraire. Devant, face aux militaires allemands, sa nature hypergame était quoi? Waouh! Voici l'envahisseur, le mal alpha, le vainqueur. Si je reçois simplement un peu de sa sémence, j'aurai en moi une génération d'hommes forts, comme lui qui est venu nous envahir et a détruit tout notre pays. Je voudrais avoir aussi une descendance, une sémence de lui qui fera en sorte que je veux aussi avoir une descendance des hommes forts. C'est ça sa nature hypergame qui s'est dit. Et voilà pourquoi elle est en train de mouiller. Ça, c'est son cerveau inconscient. Est en train de mouiller devant ces militaires allemands. Mais son cerveau conscient lui dit que non, mon mari est en train de mourir, peut-être je ne peux pas faire ça. J'ai déjà d'autres enfants. Je ne peux pas suyer, la réputation de notre famille, la réputation de la cité. Je ne peux pas le faire. Pendant, au même moment, le cerveau inconscient est en train de mouiller. Et comme on sait que notre vie est que 95% de notre vie, de la manière dont nous réagissons, est régie par tout ce qui provient du subconscient, de cette programmation. Et forcément, elle cédera. C'est pour cela que les religions ont compris. Et ils ont placé déjà, et compris déjà dès très tôt, qu'il ne fallait pas libérer, qu'il fallait vraiment bien contrôler la femme, pour ne pas laisser que cette nature hypergame puisse exploser. En Inde, les hindous par exemple, tu verras, les hindous, tu ne verras jamais, il y a toujours des systèmes de castes. Les pauvres se marient toujours entre eux, les riches se marient toujours entre eux. Tu ne verras jamais une fille pauvre aller épouser, comment on appelle ça, un homme d'un caste supérieur. C'est interdit. C'est abomination totale, voire même lapidation. Est-ce que cela veut dire que je supporte ce genre de système? Non, c'est un système injuste, je déplore, je ne vais jamais supporter cela. Mais si les hindous ne faisaient pas ça, qu'est-ce qui allait se passer? Généralement, les filles pauvres, ce sont des très belles filles. Qu'est-ce que ça allait faire? Ces filles-là, par la nature hypergame, n'allaient jamais avoir du désir pour l'homme pauvre. Toutes voudront toujours d'un homme de caste supérieure. Et vu qu'elles sont belles, ben, les hommes de caste supérieure, les hommes riches veulent aussi avoir ce genre de femmes. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des femmes riches
qui seront aussi au chômage. Et ça allait créer un déséquilibre. Et d'un autre côté, dans la classe, dans la caste inférieure, ben, il y aura la misère sexuelle des hommes pauvres. Et de l'autre côté, parmi la caste riche, ben, il y aura aussi du chômage. Hein, du chômage sexuel. Parce que les femmes riches aussi feront concurrence avec la caste des pauvres. Et les hindous ont compris ça très tôt et ils ont mis des barrières. N'oublie pas que c'est quand même plus d'1 milliard des gens quand même là-bas. C'est pour cela que tu vois que les musulmans, pour éviter tout cela, directement burqa, couvrir tous les corps et autres. Et la religion fait que la femme n'aille pas au-delà de cette, comment on appelle ça, de cette hypergamie. Aussi, il y a aussi le système aussi de la société, l'éducation, les petites communautés, la société fait que, ah, la femme s'est dit que si je me laisse faire, si je me laisse aller, il y aura la honte de la société. Je risque de me faire rejeter. Et on sait tous que la psychologie évolutionniste veut que la femme a toujours des attaches. La femme, c'est toujours celle qui crée les liens. Elle ne voudra pas, elle ne voudra jamais se sentir rejetée. Sinon, c'est synonyme de la mort. À l'époque, une femme qui se faisait rejeter hors de la communauté, c'est la mort assurée. Ça, c'est clair. C'est la mort assurée. Et malgré tant d'années d'évolution et de progrès, nos gènes n'ont pas encore évolué jusqu'à ce point. Nos gènes ne font que reproduire ce que on a su imprimer des années, des siècles et des siècles. Voilà pourquoi on dit qu'on a un cerveau reptilien. Pourquoi on dit reptilien? Pourquoi est-ce qu'on dit reptilien? Hein, toi qui es expert, dis-moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, je vais être très cadre aujourd'hui. Il ne faut jamais laisser la liberté à la femme. Si toi tu es un homme, tu dois toujours la recadrer. Parce que le problème, elle ne sait pas s'arrêter. À partir du moment où elle a déjà un goût, elle ne sait plus s'arrêter. Son intellect, même quand, bien même qu'elle va dire, oh je suis intellect, oh j'ai de l'expérience, c'est faux. Parce que son cerveau subconscient dominera toujours son cerveau conscient. Et face à ces genres de dérives, il n'y a que l'homme dépourvu de toute émotion. On a toujours des émotions, mais des émotions qu'on peut contrôler. Et la seule solution pour pouvoir recadrer la femme n'est pas aller au-delà de ces dérives. Et aujourd'hui, je les vois dans une relation. En fait, je suis aujourd'hui dans une relation où, en fait, je me retrouve un peu comme, tu vois, dans Matrix. Dans Matrix, lorsque, comment on appelle ça, l'acteur, là, comment il s'appelle, était en train, il a réussi à pouvoir communiquer son moi, son moi et puis lui, tout était en harmonie et il savait maintenant esquiver et maîtriser comment on appelle ça, les coups du programme informatique. Parce que les gars avant ils étaient si rapides. À partir du moment où lui il est devenu, il a compris la méthode, les techniques, ben, il arrivait maintenant, il était devenu plus rapide que le programme informatique. Neo, voilà Neo. Il était devenu plus rapide que, comment ça, Mr. John ou Mr. quoi là. Il arrêtait tout comme ça. C'était devenu facile. Je suis en train de vivre ça dans cette relation actuellement. Mais c'est incroyable. Les théories que je pensais, bon, avant c'était que théorie. Mais aujourd'hui, je suis en train de le voir comme ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Je dis, waouh, la vie est... on a beau réfuter les théories scientifiques. Mais tôt ou tard, la réalité, parce qu'il y a ce qu'on veut croire et puis il y a ce qui est. Mais la réalité va toujours t'amener à cette thèse qui dit que, ben écoute, la femme, il ne faut jamais lui laisser la liberté. Sinon, c'est une génération de cimetières d'éléphants. C'est une génération d'hippopotames qu'on verra dans des cimetières en fait. Si tu es homme, aujourd'hui, de toute façon, c'est elle-même, Lady. Elles veulent toujours plus. Pourquoi est-ce que je dis... Qui n'a jamais connu cette collègue qui réclame toujours? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Traduction littérale. Où sont les hommes supérieurs? Parce que la femme ne peut mouiller que face à son partenaire sexuel qu'elle considère comme sa meilleure option. Toi, homme, tu dois travailler pour aujourd'hui. Travailler tes capitaux, tes piliers, statut financier, statut social,
habilité, les compétences sociales, culturelles. Tu dois évoluer sur tout. Moi, je constate, quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème, je m'adapte. Je m'adapte. J'ai connu des coups durs, j'ai connu des coups durs. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Aujourd'hui, en fait, tout ce que j'ai appris, je suis en train de le vivre. Et c'est incroyable. Prends une femme, tu lui dis, ben voilà, une femme qui te dit, je prends par exemple un cas qui m'est arrivé, que j'ai connu récemment. Ah, on va commencer à faire des affirmations positives tous les jours, par exemple. Ok, il n'y a pas de souci. Elle prend cette décision. C'est banal, hein? C'est banal. Mais à partir du moment où elle ne se sent pas bien, à partir du moment où rien ne va comme elle se va, qu'est-ce qu'elle fait? Ça ne la motive plus. J'ai dit, mais écoute, qu'il pleuve ou qu'il neige, les affirmations, on doit le faire. Hein? Ah non, je ne me sens pas bien, tant pis quoi. Ah désolé. J'ai dit, tu vois, c'est toi qui as pris la décision. Et au moment où je te laisse faire, parce que tu ne te sens pas bien, parce qu'il y a quelque chose, parce que apparemment quelque chose, je l'ai fait chier ou tu es consort. Non, elle a tout détruit. Tout détruit. Les accords qu'on a eu, tout détruit. On ne fait plus. J'ai dit, what? Tu vois? Moi, si c'était moi qui avait pris ce genre de décision, si ça venait de moi, ben qu'est-ce que j'allais faire? Qu'il pleuve ou qu'il neige, que je me sens bien ou pas, même si je suis malade, on va le faire. Parce que c'est un accord qu'on a eu. C'est un convenu, c'est une alliance, il faut le faire. Mais elle, par manque d'instabilité émotionnelle, voilà pourquoi il faut un homme pour toujours la recadrer. Et ça, je t'ai donné qu'un seul exemple. Il y en a plein d'exemples comme ça, je peux citer. De tous mes ex que j'ai connus. Mais aujourd'hui, ça devient tellement clair. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui ne se connaissent pas. Mais le problème est que les comportements, la manière dont elles réagissent font que, enfin, me font voir que, ben, c'est comme si vous vous connaissiez. C'est bizarre, vous avez le même langage là. Les hommes mariés dans le couple ne peuvent jamais comprendre ça. Ne peuvent jamais connaître cette réalité en fait. Bref, voilà. Ici, c'était vraiment ce message pour te dire que on te fait chier, la femme te fait truc. Ou bien tu te plains de la femme par-ci par-là, parce qu'elle t'a trompé, parce qu'elle t'a abandonné, que consort. Non, toi tu dois travailler. Tu dois travailler sur toi, il ne faut pas te plaindre. Travaille sur toi, améliore-toi sur tous les piliers. Et tu verras que ça ne sera plus un problème. Moi, je constate qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème, je m'adapte. C'est tout. À quoi ça sert de se plaindre? Ça ne va rien changer. En tout cas, ce sont elles qui définissent les critères d'un homme masculin. Pas de problème, vous voulez ça? Un homme comme ça? Ok, pas de souci. Moi, je vais travailler pour atteindre cet homme. Simple. Mais à mon tour, lorsque moi j'ai défini les critères, je ne veux pas qu'une féministe s'amène pour dire que non, voilà, il faut remplacer le passé sexuel, ça ne concerne pas. Non, on remplace ça par les statuts financiers. J'ai dit, j'en ai rien à foutre, moi. Je n'ai pas besoin de statut financier, je n'ai pas besoin de ton statut financier, j'en ai à foutre. Moi, je prends en considération le passé sexuel de la femme. Puis c'est là un kilométrage sexuel avancé. Non, je te crois. Je ne vais jamais envisager une relation longue, sérieuse avec une femme qui a un long kilométrage sexuel. Désolé. Jamais. À la limite, je vais juste m'élastiquer comme un cure-dent et puis c'est bon, quoi, c'est tout. Mais longue relation, ça, je n'envisage jamais. Jamais. Parce qu'à partir du moment où l'homme établit ses critères, et c'est là que les autres s'opposent. Ah non. Vous établissez vos critères. Enfin, les femmes établissent leurs critères. Moi, je ne m'oppose pas. Je m'adapte. C'est tout. Mais à partir du moment où j'établis aussi mes critères, non, non, là c'est un problème. Non, 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 pourquoi ça? Ça ne se fait pas. Hein, tu sais, la société, le conformisme là. Non, tu ne peux pas dire ça à une femme. Tu ne peux pas faire ça à une femme. Tu ne peux pas penser de cela d'une femme. Clac. Un genou, tu la mets à genoux au coin pour qu'elle se calme. C'est comme des enfants. Donc, retiens ceci. Travaille sur toi. C'est toi le problème. Ce n'est pas la femme. Elle aura toujours besoin d'un homme comme toi pour pouvoir la recadrer. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien.